Steve Biko est né à King Jamestown en 1946 et après avoir fait quelques années d'études de médecine, il est élu dans la NUSAS, la National Union of South Africa Students, et ça à 22 ans. Il démissionne donc un an plus tard parce qu'il estime que le noir doit faire une rupture avec le progressisme blanc, le libéralisme blanc, dont on parlera plus tard, et il quitte cette organisation pour rejoindre la SASO, la South African Students Organization, et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à théoriser le mouvement de conscience noire. Et donc, à ce niveau-là, il y a deux points primordiaux. Le premier, c'est la Black Theology, avec laquelle il va s'appuyer en collaboration avec Desmond Tutu, dont Samori parlera, j'espère, tout à l'heure, où il renégrifie... pardon ? Ne t'inquiète pas. J'en parlerai. Très bien. Où il renégrifie tous les personnages bibliques et pour donc bien sûr s'opposer à cette judaïfication de ces afrikaners qui se prétendaient eux le peuple élu. Le deuxième point, c'est la création de certaines branches armées. Donc à ce niveau-là, il a pas concurrencé l'ANC, mais il a travaillé vraiment en profondeur pour créer vraiment une branche armée solide et vraiment efficace à ce niveau-là, avec deux groupes, le Pan-African Congress of Azania et le second, Azanian People's Liberation Army, qui avait pour slogan One Settler, One Bullet. Je laisserai aux anglophones le soin de traduire cette merveilleuse phrase. Donc, à l'apartheid, lui, ne répondait pas qu'il faut que le noir s'intègre dans une société qui ne veut pas de lui et qui n'a pas de place pour lui, mais il voulait répondre à ça par tout simplement l'autodétermination. C'est-à-dire que lui, comme Agneto l'a très bien dit tout à l'heure, il y a des blancs qui prétextaient des fois sincèrement ou pas justement le bon voisinage, la coopération mais à distance entre deux races sur le sol sud-africain, mais lui disait que de toute façon c'était pas la peine d'essayer et que essayer c'était une perte de temps et que non seulement ceux parmi les noirs qui tentaient d'intégrer ce monde-là étaient destinés à la chute, à la fin, et ceux qui parmi les blancs voulaient l'aider à créer ses propres hôpitaux, ses propres écoles sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, à l'aider à se débrouiller, à grandir tout seul, et ben ceux-là, il les appelait carrément des abominables. À ce niveau-là, justement, à titre d'anecdote, il y a une manifestation qui s'est faite en 1972 qui avait pour slogan « We don't want a Bantu education ». Nous ne voulons pas de l'éducation bantou. Aneto nous a expliqué brièvement de quoi il s'agissait. Je vais donner quelques exemples. La Bantu Education, c'était un programme scolaire qu'on laissait aux Noirs qui dirigeaient les townships des grandes périphéries des villes blanches. Et ces programmes scolaires étaient constitués de manuels pour apprendre à faire la lessive, apprendre à bien porter de l'eau, apprendre à bien creuser, des choses comme ça. Et ça, c'est véridique. Vraiment pas l'éducation bantou, selon le blanc, c'est ça. Et lui, il a vu que certains commençaient à manifester une hostilité à l'éducation bantou. Et lui, donc justement, par aussi esprit ironique, il disait que non, nous on veut une éducation bantou, mais pas la leur. C'est pas eux qui vont nous donner cette éducation bantou. Donc comment il a répliqué à cette infamie? Il a répliqué en construisant des hôpitaux noirs. Des hôpitaux noirs qui, d'ailleurs, recrutaient parmi vraiment la haute classe, la hausse de, noirgeoisie, pour reprendre un terme de mes familiers, qui, par exemple, il y a une des deux femmes qui a obtenu
le premier diplôme de médecine en Afrique du Sud, et ben cette femme-là a rejoint l'hôpital réservé aux Noirs de Steve Biko, créé par Steve Biko. En 1973, après tous ces merveilleux rebondissements, tous ces merveilleux répliques d'actions et non pas de paroles, il est assigné à résidence pour terrorisme. Le 16 juin 1976, c'est le massacre à Soweto et l'initiative du mouvement de conscience noire pour refuser l'Afrikaner Education, c'est comme ça qu'il l'appelait, commence vraiment à marcher, mais un an plus tard, Steve Biko meurt, il se fait arrêter sans passe et il est incarcéré en prison, non officiellement bien sûr, et là il meurt en prison. Donc bien sûr vous imaginez que dans ce domaine-là les abominables sont très forts pour donner des excuses, des prétextes, fabriquer des faux procès. Et la théorie c'est que il est mort d'une grève de la faim. Voilà, donc quand on pose des questions à Kruger en disant mais comment Steve Biko est mort, comment ça se fait, parce que quand même il est resté quelques jours en prison, hein, comment ça se fait qu'il soit mort d'une grève de la faim. Et lui dans un premier temps il dit non mais je suis démocrate, je suis pour que les gens puissent mourir de la grève de la faim. C'est quand même hallucinant. Et après écoutez bien, après il met en scène des rapports de policiers qui disent que oui, il y a un tel prisonnier qui était le voisin de cellule de Steve Biko qui a vu Steve Biko se pendre dans sa cellule. Donc Corbe, on ne sait pas où il l'a trouvé, bien sûr. Et donc en fait, il est mort d'une grève de la faim, mais après il s'est pendu. Ça c'est quand même magnifique. Mais les théories un peu plus sérieuses, donc il y en a 3. C'est que premièrement, soit il a été pendu par les policiers dans sa cellule, soit il a été tabassé et est mort dans sa cellule, puis après il fut transporté à Johannesburg, soit il a été tabassé et il est mort sur le trajet du Johannesburg qui fait quand même quelques centaines de kilomètres et dans des conditions vraiment pas convenables. Donc à ce niveau-là, je pense que je vais laisser la parole à Samori pour faire justement un parallèle avec un autre personnage historique sud-africain très important. Merci. D'ailleurs, pour essayer de voir un peu clair pour te compléter et aller dans ton sens, je pense, sur la mort de Steve Biko, j'invite tous nos auditeurs à taper purement et simplement Steve Biko mort sur un moteur de recherche de leur choix et de constater par eux-mêmes s'il a la tête d'un gréviste de la faim dans son cercueil. Voilà, c'était là pour conclure ce que tu as dit. Donc moi je vais revenir sur Nelson Mandela, que tout le monde connaît, qui est la figure sympathique et souriante, le grand-père idéal que l'on voit ci et là. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 sous le nom de Rolihlahla Mandela, dans le village de Mvezo. Rolihlahla signifie agitateur, fauteur de troubles. Il est le fils du chef de son village. Ce chef a été destitué et exilé par les autorités coloniales. C'est une méthode qu'on a reprise plein de fois depuis d'ailleurs. Rolihlahla recevra le nom de Nelson à son premier jour de scolarité. Il déclare lui-même, ce jour-là, Miss Ndingan, son institutrice, me dit que mon nom était Nelson. Donc voilà, sans plus de raison, il n'a jamais su pourquoi. C'était la coutume à l'époque de remplacer les noms locaux par des noms anglais. On peut aussi se demander pourquoi il n'a pas repris plus tard son nom original. Il a continué à se faire appeler Nelson sans aucun problème. Son père meurt alors qu'il n'a que 9 ans et le régent le prend sous son aile. C'est un élève brillant, il étudie à Fort Beaufort, puis il s'inscrit en droit à l'université de Fort Hall. Donc tout est en fort là-bas, ça veut peut-être dire qu'il y avait déjà une pression ambiante. À l'âge de 19 ans, il s'inscrit donc dans cette université réservée aux non-blancs, à savoir les métis, les indiens et les noirs. Il rencontre Olivier Tambo avec qui il se lie et il découvre la contestation et le militantisme. Il découvre également le racisme à un plus fort niveau, même s'il était déjà confronté aux problèmes de ségrégation.
Il est fortement inspiré par Gandhi, il est idéaliste et la résistance passive lui semble une option acceptable et adaptable dans son pays pour lutter contre le colonialisme. Impliqué dans une grève d'étudiants, il sera renvoyé et échoue à Johannesburg où il décroche un emploi de manœuvre dans une mine. Puis il obtient un emploi dans un cabinet d'avocats où il poursuit ses études en parallèle à l'université de Witwatersrand où il obtient son diplôme en 1942. En 1944, il rentre dans l'ANC, l'African National Congress, alors présidé par Alfred Xuma. Walter Sisulu, Oliver Tambo et Nelson Mandela fondent le 11 septembre 1944 la Ligue jeunesse de l'ANC. Sisulu sera condamné à vie et libéré en 89, incarcéré en même temps que Mandela, même s'il est moins médiatique. Ils incitent les populations autochtones à résister à la ségrégation. En 1948, la victoire du parti afrikaner débouche sur l'officialisation de l'apartheid en tant que tel, à proprement parler. Donc Mandela se voit élu président de l'ANC en 1952 et déclenche des campagnes de désobéissance civile, donc des marches, des manifestations, notamment contre la loi sur le pass. Il est condamné une première fois, placé en résidence surveillée, puis à nouveau arrêté le 5 décembre 1956, jugé pour trahison, puis acquitté. En 1958, il épouse sa femme, Winnie Madikizela Mandela, connue sous le nom de Winnie. Et c'est à cette même période que des jeunes militants, dits les afrocentristes, trouvent que l'ANC n'est pas assez efficace, n'est un peu attentiste, le mot a déjà été employé, et se veulent plus radicaux. L'ANC, notamment ses dirigeants, se coupent de la population en multipliant les compromis, les alliances avec des partis marginaux, de blancs, de juifs, on a déjà abordé, de métis, d'indiens, pour se donner une image plus consensuelle, multiraciale. Déjà, c'était une idée fixe chez eux. En 1959, l'ANC se scinde quand les panafricanistes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, las de tergiversations stériles, fondent le Congrès panafricain financé par le Ghana et présidé par Robert Sobukwe. Ce congrès aux idéaux panafricains relance une résistance et la loi visant à rendre le pass obligatoire pour les femmes est l'objet d'une manifestation organisée par le Congrès panafricain en tant que tel, pas par l'ANC. Le 21 mars 1960, le massacre de Sharpeville voit la police réprimer dans le sang une foule désarmée. Les policiers ouvrent le feu, sans sommation, et tirent indistinctement sur les civils, hommes, femmes, enfants. Le bilan, 69 morts, 180 blessés et 30 enfants parmi les victimes. Donc là, Agnoto l'a précisé, forcément c'est pas bien. D'ailleurs, le Conseil de sécurité le signale, ils sont en émoi. Le 1er avril 1960, donc 10 jours après, le 1er avril, ça ne s'invente pas, la résolution 134 exhorte le gouvernement sud-africain à abandonner ses politiques d'apartheid. Vous voyez la terreur que ça peut susciter chez eux. Mais parallèlement, Albert Luthuli, président de l'ANC, obtient le prix Nobel. Donc ils n'ont pas tout perdu, on leur tire dessus, mais quelque part on les décore. Cette politique existe toujours. Donc même Mandela, 69 morts, 180 blessés, ça le fait réfléchir. Il en vient à abandonner la conciliation et fonde Umkhonto we Sizwe avec les initiales MK. En 1961, c'est une branche radicale de l'ANC. Là encore, il reste timide, c'est-à-dire qu'il prône un sabotage, mais qui, je cite, ménage les meilleures chances aux relations interraciales. Toujours ce même mot, toujours cette même idée fixe. Donc, en clair, il propose un sabotage, mais qui ne blesse pas, mais qui ne vexe pas trop non plus les gens. C'est le genre d'oxymore qu'on retrouve avec la guerre propre. Donc, en 2 ans, près de 200 lieux symboliques sont touchés, des bureaux de poste, des checkpoints. Mandela militarise son mouvement, ce qui lui vaut d'être arrêté donc, le 5 août 1962, ainsi que les têtes du MK. Et grâce à des renseignements d'ailleurs de la CIA, toujours prompte et serviable à partager ces données, donc ça c'est pour un peu revenir sur la chanson d'Alpha Blondy qui en appelait à l'Amérique pour les aider. Condamné à l'issue d'une parodie de procès à perpétuité avec tous ses co-accusés, enfin à l'exception d'un d'ailleurs,
ils encouraient la peine de mort, ils sont condamnés à perpétuité, à l'exception d'un, un certain Lionel Bernstein, donc, qui est un blanc activiste anti-apartheid. Juif accessoirement, il a le droit de l'être. Là encore, c'est un émoi de l'ONU. En 1963, le Conseil de sécurité condamne le procès dit de Rivonia et recommande d'envisager des sanctions. Donc la formule n'est pas de moi, c'est comme ça, on recommande d'envisager. Mandela sera incarcéré à Robben Island dans des conditions effroyables, à casser des cailloux, c'est au sens propre. Et l'apartheid se poursuit en prison, la nourriture, les cellules, l'hygiène, tout est pire pour les Noirs. Il ne peut voir qu'un visiteur et recevoir une lettre tous les 6 mois. Ça limite la communication. Et là, il se met à vouloir comprendre les Afrikaners, leur mentalité, leur langue. Donc il étudie énormément et apprend même le dialecte des Afrikaners, ses co-détenus, ses gardiens. Et il se laisse aller à son idéal de société multiraciale équilibrée. No comment. Bon, pendant ce temps, néanmoins, la résistance s'organise au niveau international puisque l'ONU, le 6 décembre 1971, classe l'apartheid en crime contre l'humanité. Donc là, vous voyez, tout s'arrange puisque la même année, Nelson passe de la carrière de chaux au ramassage du guano. Donc voilà, une vraie promotion, un vrai mieux-être pour tout le monde. Mais je voudrais que Héroux, s'il est là, si on a un peu le temps, enchaîne sur sa partie, parce que là, il y aurait aussi des choses à dire sur les gauchistes, progressistes, comme tu les as appelés, qui ont voulu aider, qui ont plus handicapé qu'autre chose, à mon sens en tout cas. Oui, parfaitement, c'est exactement ça, mais avant même, je vais préciser quelque chose par rapport à Steve Bantu Biko. C'est qu'en 1976, il avait rencontré un blanc britannique qui s'appelait Donald Woods, qui était à l'époque le directeur d'un journal très connu au Cap, et il était libéraliste, progressiste et blanc. Le problème, c'est que Biko, lui, ne pouvait pas communiquer avec cette personne, sauf s'il l'amenait, s'il lui montrait la pureté de sa doctrine d'autodétermination. Et enfin, donc un an plus tard, à sa mort, cet homme-là, qui était libéraliste progressiste blanc, est convaincu par Biko. Donc cet homme-là, qui était à l'origine, qui travaillait avec des gens comme Hélène Suzman, mais je vais y revenir un peu plus tard, intéressant. a réussi justement à convaincre même des blancs que le système de l'apartheid était mal dans sa fin, mais que il fallait pas oublier que les peuples peuvent mieux se connaître s'ils évoluent chacun de leur côté et qu'après une entente d'égal à égal soit possible. Concernant Hélène Suzman, née juive, de parents juifs, et mariée à Moïse Suzman, juif, d'accord. Et d'ailleurs, je noterai que son nom est Hélène Grabowski. Excusez-moi, Newton n'avait pas l'habitude des noms néerlandais, moi j'ai pas l'habitude des noms khazars. Donc, cette femme-là, c'est elle d'ailleurs qui a institué ce slogan vulgaire qui n'a aucun sens. Nous ne voulons pas d'une éducation bantou. Donc elle, c'est vrai qu'elle est très bantou pour être concernée, mais bon, passons. Tout à l'heure, le frère Samori disait que les visites de Nelson Mandela étaient très peu nombreuses, parce que c'était pas dans son droit, mais la première fois où il a été incarcéré, elles étaient quasi impossibles. Et Hélène Suzman était justement l'une des rares personnes à pouvoir communiquer avec lui directement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait noter aussi au passage, parce que manifestement, il y a des caractéristiques personnelles qui peuvent donner un certain standing de passeport. Bref, cette femme quitte le parti uni dont Agnoto a fait l'éloge tout à l'heure en disant qu'ils avaient certains relents néo-nazis. Elle quitte ce parti dirigé, qui a été, dont le leader était Koos Strauss. Donc
vous remarquerez aussi la connotation de ce nom, en 59. Et elle dira, un peu après la fin de l'apartheid, elle dira qu'elle était soutenue par une population qui était vraiment activement anti-apartheid. Et c'est pas moi qui le dis, c'est elle-même, je cite, mon propre électorat que j'ai représenté pendant 36 ans en tant que politicien anti-apartheid avait un nombre considérable de juifs me soutenant tout au long de ma carrière. Et à titre d'exemple, je vais citer un grand rabbin qui s'appelle Shmuli Yanklowitz, voilà, orthodoxe, modéré, dit-il, qui, à ses heures perdues, fait des manifestations anti-charia. Donc, ce juif-là est assez malin, d'ailleurs, pour faire des manifestations contre ses propres frères qui font des manifestations anti-charia. Et notamment créateur de Vegan Jew. Bref, cet homme-là a publié un papier sur cette femme en disant qu'elle était un modèle vraiment exceptionnel de juive modérée, qu'elle a participé avec toute la communauté juive d'Afrique du Sud à la libération de l'apartheid. Et tout ça pourquoi? Mais vous le comprendrez, c'est que les libéralistes n'étaient qu'un faux semblant, étaient justement les faux gentils. Et cette femme, donc Hélène Suzman, pour revenir à elle, elle reçoit le titre donc de Humanis Causa. Elle reçoit une médaille de droits de l'homme à l'ONU en 78. Elle est même considérée comme l'une des 24 personnages les plus importants d'Afrique du Sud. Alors que c'est elle qui s'oppose à la Bantu Education proposée par Steve Biko et donc adhère totalement au conformisme voulu par les afrikaners sur le sol sud-africain. Ça, c'était la partie sur les progressistes, sur les libéraux. Maintenant, on va venir au parti communiste sud-africain. Communiste, donc vous savez que dans le monde anglophone, communiste et socialiste sont vraiment des synonymes idéologiquement, comme au niveau du nom. La grève du Witwatersrand en 1922 a permis la création du Parti communiste sud-africain et le slogan, écoutez bien, de ce parti est « Travailleurs du monde entier, unissez-vous et combattez pour une Afrique du Sud blanche ». Donc c'est pas moi qui le dis, c'est eux, et ils ont porté ce slogan pendant des décennies. C'est jusqu'en 1928, ces communistes-là sont en faveur de deux États sud-africains séparés, qui est donc ce modèle est évidemment l'aboutissement d'un certain point de vue de l'apartheid, qui veut donc qu'on mette tous les Noirs dans des townships et que au fur et à mesure, on laisse ces terres-là aux Noirs et que les Blancs aient leur propre terre. Et cette doctrine-là n'a été abandonnée officiellement qu'en 1950. En 1950, rendez-vous bien compte. Et après ceci, il y a un homme qui s'appelle Ronnie Kasrils, qui intègre le MK dont Samori nous a parlé tout à l'heure, cette branche de lutte armée, qui lui était tellement dans son monde de faux libéral, de faux communiste, et c'est lui le leader actuel du Parti communiste sud-africain, encore aujourd'hui, et lui, il était tellement obsédé dans son rôle donc de libéral, qu'il était prêt même à intégrer une structure de la branche armée sud-africaine noire bantou pour aller tuer même des afrikaners. Et tout ça pour vous dire que il faudrait vraiment qu'on fasse attention à des gens qui veulent soi-disant une union, une bonne entente pour que la société progresse et qui, en fin de compte, nous attirent dans des pièges. Nous avions arrêté un autre récit du parcours de Nelson Mandela alors qu'il était en prison dans les années 70. Il restera incarcéré, toujours au même régime, avec toujours les mêmes invités, les mêmes visiteurs choisis, jusqu'en 1985 où Peter Botha
lui offre la liberté en l'échange d'une renonciation publique et explicite à ses combats. Donc il rejette la proposition et la pression internationale s'intensifie. On a vu ce que cela cache en réalité. À ce moment-là, Mandela rencontre de nombreux membres du gouvernement. En 1986, il est transféré dans une villa plus confortable, avec piscine. On n'a rien sans rien, donc quelles tractations ont eu lieu, on ne peut que le supposer, mais Mandela négocie depuis sa résidence surveillée, jusqu'à sa libération, qui sera annoncée en grande pompe par Frédéric de Clercq en février 90. Donc les plus anciens d'entre vous s'en rappellent, Nelson libéré en Mondovision le 11 février. Instantanément, il se place en conciliateur, il bannit la lutte armée et se contente de professer l'unité des races. Il aura même cette citation surprenante, cette sortie étonnante, en parlant de Clercq, il est le plus honnête des leaders blancs. Ça peut faire frémir, à moins qu'il ait vraiment changé. Le 6 août, il annonce par voie de presse la fin de la résistance armée. Là encore, il exhorte à jeter à la mer fusils, pistolets et couteaux. Bien sûr, seuls les Noirs l'écoutent. Dès 92, et ça peut aussi expliquer les facilités qu'il a eues à être libéré, il soutient publiquement de Clercq, apaise et désamorce les tensions sociales dans un pays prêt à l'émeute, et on l'érige en porte-voix alors qu'il est en fait une muselière efficace. L'apartheid est aboli par référendum en 92, et les Blancs ont voulu passer par voie référendum pour ne pas avoir l'air de perdre la face et faire comme s'ils étaient bien sûr volontaires pour cette abolition. Tant et si bien qu'il obtient le prix Nobel en 93 conjointement avec Frédéric de Clercq. Donc je vais rappeler brièvement une liste de prix Nobel qui me paraît intéressant pour juger de la valeur de ce trophée. Obama, Al Gore, 2002 Jimmy Carter, 1990 Gorbatchev. Donc on voit qu'ils travaillent quand même tous plus ou moins dans les mêmes directions. Et une mention spéciale, en 1988, le prix Nobel était revenu aux forces de maintien de la paix de l'ONU, donc au casque bleu. Je vous laisse apprécier. Maurice. Alors Mandela, Maurice. oui. Oui, c'est juste pour dire que apparemment Sarkozy serait en lice pour le prochain prix Nobel de la paix aussi. Donc, absolument, en concurrence avec BHL pour leur œuvre en Libye. Ouais. Ça, c'est vrai que... absolument. Donc on est toujours dans plus ou moins la même mouvance, on va dire. Mais pour juger un homme, il faut aussi interroger sa femme. Et Winnie Mandela, qu'on ne présente plus, qui fut la figure de proue du mouvement pendant son incarcération, aura des mots que je vous laisse apprécier. Elle déclarera que Mandela aurait accepté un mauvais accord pour les Noirs. Elle ajoutera « Je ne peux pas lui pardonner d'être allé recevoir le prix Nobel avec son ex-bourreau, de Clercq, main dans la main. Croyez-vous que de Clercq l'a libéré par pure bonté ? Il était obligé de le faire, c'était l'époque qui le dictait. Le monde avait changé, notre combat n'était pas un feu de paille. Il a été sanglant. » Voilà, elle ajoutera encore durement. Il y a eu d'autres leaders, comme le pauvre Steve Biko, qui est mort après avoir été torturé de façon horrible, tout seul. Mandela est allé en prison, il y est entré en étant jeune, révolutionnaire, enflammé. Regardez celui qui en est sorti. Bon, ça c'est quand même son épouse. Elle observe aussi, regardez ce qu'ils lui font faire. Le grand Mandela, il n'a plus aucun contrôle ni mot à dire. Ils ont installé cette grande statue de lui au milieu du quartier blanc le plus riche de Johannesburg. Pas ici où nous avons versé notre sang et où tout a commencé. Nelson Mandela est une fondation d'entreprise. Il est promené mondialement en chaise roulante pour collecter de l'argent et est content de le faire. Voilà, donc ça pose un petit peu le personnage, enfin en tout cas le souvenir qu'il a laissé à ses proches et compagnons de lutte. Mandela va prôner la réconciliation nationale jusqu'à être élu en 94 président de la nation arc-en-ciel. Donc je voudrais rappeler que signifie le drapeau arc-en-ciel. On n'est pas tout à fait dans la virilité, j'ai trouvé le symbole amusant. Et donc on n'est pas là bien sûr pour dire du mal de Mandela, mais simplement pour montrer que Steve Biko a été assassiné et Mandela s'en est sorti.